Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Fougou, le podcast magique un peu piquant. On vous retrouve cette semaine pour une nouvelle édition enrichie de plein de choses et notamment la rubrique des choses dont on ne vous parlera pas. Bonjour Vincent, effectivement, nous ne vous parlerons pas de Ghost Pips de Peter Egging pour 3 raisons. Premièrement, la bande-annonce est mensongère et on ne peut pas choisir n'importe quelle carte. Deuxièmement, une carte qui change à vue mais dont les index restent les mêmes, c'est un peu étrange. Et troisièmement, le pire, ce qui est vraiment rédhibitoire, c'est la transformation d'une carte dans un sachet. Vous pourrez économiser 45 € en ne l'achetant pas. Par contre, cette semaine, on va vous parler d'autres choses, des choses intéressantes, et notamment un premier tour de Christophe Bohrer qui s'appelle Get Sharky. On vous parlera ensuite d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est le sujet des supports dématérialisés. Puis, nous parlerons de AdSense, c'est un produit dans l'univers de l'influence et de la publicité. Et puis, on terminera par un tour de petits paquets qui s'appelle Entourage de Gordon Bean. Alors, je te propose qu'on aille directement dans le vif du sujet, Olivier. Je t'écoute, raconte-moi tout. Get Sharky, c'est un tour qui est dérivé. Alors, il me semble que initialement, c'est Max Maven qui avait proposé le plot qui est derrière ce tour-là, c'est-à-dire une carte choisie dans un jeu qui est tenue à une main par le magicien, l'autre main du magicien étant dans sa poche. La personne effeuille le jeu, s'arrête sur une carte, mémorise cette carte, et ensuite, le magicien sort sa main de sa poche, et en fait, il sort la carte que la personne a choisie, puis elle découvre que la carte qu'elle a choisie dans le jeu, en fait, n'a jamais existé, et que donc la seule carte qui est la carte qu'elle a citée, était dans la poche et donc dans la main du magicien depuis le début. Voilà l'histoire. Le jeu qui est utilisé ici est un jeu gimmick fabriqué par Card Shark. C'est plutôt ingénieux, il y a plusieurs éléments qui sont ingénieux et qui notamment, contrairement à d'autres tours qui peuvent être faits avec des cartes fines, nécessitent d'acheter ce jeu-là en particulier, puisque techniquement, l'impression qui a été faite est une impression qui a été faite uniquement pour ce jeu et elle n'existe dans aucun autre jeu de chez Card Shark, ce qui justifie, entre guillemets, l'achat de cette version-là. Alors moi j'ai vu la routine comme tu me l'as présentée. La seule chose qui me dérange un petit peu, c'est le fait de devoir avoir la main dans la poche. Je trouve pas ça très naturel. Bon, je connais les contraintes, donc je sais pourquoi tu le fais, mais d'un point de vue purement magicien, c'est le petit truc qui m'ennuie, quoi. Alors c'est vrai que la main dans la poche, ça peut paraître pas naturel. Dans la routine, c'est justifié par la routine en elle-même. C'est-à-dire que la routine est montée de manière à expliquer que c'est un tour qui ne se fait qu'à une main pour pas qu'on puisse manipuler le jeu et que je crois que c'est Max Maven qui avait introduit ça. Je sais pas si Christophe Bohrer le fait aussi, mais en gros il explique que c'est un tour qu'un magicien qui avait perdu un bras faisait. Et donc en gros, pour simuler le fait qu'il ait perdu un bras, il met sa main dans la poche en fait. Il avait créé cette routine pour René Lavant. Ou pour Jamel Debbouze, un des deux. Remarque, avec une seule main, j'aimerais être aussi adroit que lui. Alors oui, mais, et avec mes deux mains, j'aimerais être à moitié aussi adroit que lui avec une main, c'est clair. Oui, oui, en fait, je voulais dire avec mes deux mains, pardon. Mais non, ouais, là, en l'occurrence, c'est justifié comme ça. Alors, est-ce qu'on pourrait pas le faire autrement? Certainement, on doit pouvoir le faire autrement, hein. L'idée, c'est que il faut trouver un moyen de ne sortir que la carte choisie par le spectateur. C'est possible, sachant que le tour nécessite d'être capable de gérer jusqu'à 6 sorties différentes. En revanche, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que tu puisses montrer à ton spectateur que la carte que tu as sortie de ta poche, elle est plus du tout dans le jeu. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et par contre, ce que j'ai moins bien compris, c'est comment tu le justifiais. Puisque, a priori, tu fais choisir la carte et la vois dans le jeu, elle se retrouve dans ta poche, et ensuite tu dis, bah attends, là, non, la carte, elle n'y est plus, elle a disparu. Comment tu justifies ça dans la routine? Alors, tu as plusieurs façons de le justifier qui dépendent plutôt de ce que toi tu veux amener. C'est même pas, alors là, pour le coup, c'est même pas dans l'explication, c'est plus des choses que moi j'ai travaillé après. Mais les deux grandes justifications que tu peux avoir, la première, c'est tu démarres par une pseudo-hypnose et tu dis à la personne que, en fait, tu vas l'influencer pour que elle voit une carte en particulier, quel que soit l'endroit où elle va ouvrir le jeu. De toute façon,
elle verra une seule et unique carte. Donc, tu dévoiles un peu le plot de fin. C'est un peu l'élément qui peut être négatif dans cette forme de présentation. Mais la force de ça, c'est que tu sors bien la carte qu'il a vue de ta poche. Donc, elle ne peut pas être dedans et tu peux lui montrer qu'elle n'est pas dedans. Donc, cet effet d'hypnose, elle peut être intéressante à travailler. L'autre solution, c'est de dire que c'est un voyage magique. Et donc, c'est de faire, du coup, là, ça nécessite à un moment donné de marquer un instant magique pour marquer l'instant où la carte va disparaître du jeu. Et d'ailleurs, tu peux même le faire avant la révélation de la carte dans la poche. C'est-à-dire de dire, bah voilà, je tiens le jeu dans ma main, regarde, tu as vu telle carte, boum, la carte disparaît. Et on peut lui donner le jeu, il peut regarder toutes les cartes une par une, et il verra pas sa carte dedans. Et ensuite, sortir la main de la poche pour lui montrer qu'on avait bien la carte dans la poche depuis le début. C'est intéressant comme présentation. Et au moment où tu m'expliquais tout ça, j'ai pensé à quelque chose. Tu as dit qu'il y avait 6 sorties, donc 6 cartes différentes. Est-ce qu'elles ont les mêmes particularités qui te permettraient d'aller un peu à la pêche, si tu vois ce que je veux dire, qu'un Mind Power Deck? Oui, c'est assez proche. Là, en l'occurrence, on pourrait aller à la pêche assez facilement, mais on n'en a D'accord. pas besoin parce qu'on pique l'information au moment où il regarde la carte. Ouais, bien sûr, ouais. Donc, on n'a pas besoin d'aller à la pêche à l'information. Et c'est un tour qui coûte dans les combien? 75 €, ce qui est très très cher, comme toujours dans les jeux de cartes fines. Ah oui, 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 oui. 75 €, ça fait mal là. Comment on est dans le haut pour un jeu truqué quand même, hein. Ouais, on est très très cher sur ce jeu. C'est le désavantage de tous les jeux en carte fine de Card Shark. Est-ce que l'effet vaut ce prix-là? Clairement pas. Donc tu vas me dire pourquoi tu l'as acheté, Vincent. Pourquoi Et tu l'as acheté, Vincent? et je vais te dire que simplement, je l'ai acheté d'occasion et d'occasion, forcément, ça coûte beaucoup moins cher. Après, l'effet est fort, hein, l'effet est fort, mais est-ce que réellement on a envie de mettre 75 € dans cet effet-là quand on prend d'autres trucs qu'on peut avoir pour le même prix Pour le même prix ou pour moins cher, parce que comme je te disais, le Mind Power Deck ou le 52 to 1 Deck, c'est quand même moins cher et j'ai l'impression qu'on est un peu sur le même esprit, même si le trucage est différent, même si le Ouais. forçage de la carte est différent. Après, vraiment dans le même esprit, c'est exactement le même plot, c'est exactement le même déroulement. Vous avez Pocket Nightmare de Max Maven, justement, mais pas avec la même technologie. Honnêtement, il est beaucoup moins cher, il est à 45 €. Est-ce que c'est une bonne alternative? Je n'en sais rien parce que je ne l'ai pas acheté. Si je devais conclure, je trouve que l'effet est intéressant, le trucage il est original, le prix il est trop cher. Donc d'après moi, si vous avez vraiment envie et si vous avez une utilité bien spécifique, alors achetez-le. Sinon, posez-vous les bonnes questions et peut-être tournez-vous vers d'autres produits un peu équivalents, Ouais, d'autres je pense solutions un peu moins chères. il y a des solutions moins chères. Après, j'ai envie de dire, pour quelqu'un qui bosse, c'est vite rentabilisé, en fait. On a un effet qui est très, très pur, pas très long. Donc, forcément, ça demande peut-être de l'habiller aussi, habiller un peu cet effet-là. Mais oui, effectivement, juste pour s'amuser chez soi, il y a certainement plein d'autres choses à faire que ça. D'accord, très bien, Vincent. C'est un peu le sujet qu'on voulait aborder cette semaine. Qu'est-ce qui va advenir de toutes ces tas de vidéos qu'on a en ligne quelque part? Est-ce qu'on va se souvenir de où est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'on va pouvoir y accéder toujours? Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données numériques qu'on ne maîtrise pas? Figure-toi que c'est un vrai problème que j'ai constaté de visu parce que j'étais en boutique et j'ai vu un client qui s'en est allé après son achat et certainement qu'arrivé dans sa voiture, il a voulu vérifier que les liens étaient bien présents et là, impossible de lancer la vidéo. Donc il est revenu, il a expliqué au marchand en disant bah voilà, ça ne fonctionne pas et le marchand lui a dit bah, écoute, t'inquiète pas, donne-moi ton adresse email, je te renvoie parce que moi je stocke toutes les notices, je les ai toutes. Et en discutant avec ce marchand, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, lorsque tu es sur des produits nouveaux, le problème ne va pas se poser, mais sur des produits qui ont 1 an et plus, eh bien, souvent, les vidéos, eh bien, ne sont plus disponibles. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Une raison invoquée, c'est le fait que les vidéos, pour qu'elles soient cachées, lorsqu'elles sont sur YouTube, elles sont non listées et qu'au bout d'un certain temps, YouTube les fait passer automatiquement en vidéo privée. Et une fois qu'elles sont en vidéo privée, elles sont plus du tout accessibles, même si tu as le lien, parce qu'il faudrait rentrer un mot de passe ou quelque chose. Mais ce problème, il se pose aussi pour ce qu'on peut acheter comme
e-book ou téléchargement de vidéos. Alors, je vais te citer un exemple qui n'a rien à voir avec la magie, mais c'est simplement pour illustrer le propos. J'ai une amie qui avait sur Apple Store qui a acheté des livres et elle s'est dit, bah, tiens, j'aimerais bien rejeter un coup d'œil à un livre. Et en allant sur sa bibliothèque, plusieurs livres avaient disparu. Elle a payé ces livres. Elle pensait que ce serait pour toujours disponible, ce qui est normal, puisqu'elle en a fait l'acquisition et on se rend compte que ça peut disparaître. Alors la magie, c'est certes un domaine qui est plus petit, le risque il est moindre, surtout sur les e-books, parce que généralement, ce sont des PDF que tu télécharges. Par contre, le vrai problème, à mon avis, c'est pour la vidéo. Je suis allé voir sur la seule boutique française qui a un catalogue de vidéos à télécharger très important. La rubrique, c'est téléchargement et VOD. Donc VOD, hein, la vidéo à la demande, c'est très clair, pour moi c'est du streaming, donc tu lances ta vidéo et tu la regardes, et tu as le téléchargement, donc la vidéo tu la récupères, tu peux la voir peut-être en direct, mais normalement tu peux la récupérer et la mettre sur ton disque dur. Le problème, c'est que lorsque tu regardes les descriptifs et lorsque tu regardes les vignettes, tu ne vois que streaming, streaming, streaming. Et j'ai entendu les gens dire, bah, tu sais jamais ce que tu achètes. Soit c'est à télécharger, soit c'est à voir en streaming. Et là, ça pose le problème de que va-t-il se passer le jour où la société qui détient ces droits disparaît. Alors la société qui détient les droits peut disparaître, mais on peut imaginer des problèmes techniques de serveurs qui disparaissent. On a eu le cas il n'y a pas très longtemps avec OVH, par exemple, qui est le principal hébergeur de sites web en France, qui a un data center qui a brûlé, et on a des gens qui ont perdu leur site. C'est des choses qui arrivent très peu souvent. On sait qu'il y a de la redondance, on sait qu'il y a un certain nombre de points techniques qui permettent de protéger les données, mais en l'occurrence, ça peut arriver. Et comme on est dans l'univers de la magie, et qu'on sait que l'univers de la magie, c'est un petit marché, on se doute bien que les gens qui ont mis en place des solutions pour l'univers de la magie, ils n'ont pas dépensé des milliers et des milliers d'euros pour justement sécuriser ça, parce que sinon ça ferait considérablement augmenter les coûts. Donc on peut imaginer qu'il n'y a pas non plus un nombre de sauvegardes illimité, qu'il n'y a pas potentiellement... Donc demain, s'il y a un problème technique, ça disparaît. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? Donc c'est sûr que quand c'est pas téléchargeable, ça pose un souci, parce que je sais que moi, pour tout ce qui est téléchargeable, je le télécharge systématiquement et je le mets sur un disque dur. Ce qui fait que si demain je perds quelque chose, je retrouve. Mais se pose la question du streaming, de comment est-ce que je fais quand j'ai acheté quelque chose en streaming et que je ne peux pas le télécharger. Là, il y a un vrai sujet là-dessus. Qu'est-ce qui fait, quel est le contrat qu'on passe avec ces gens-là, à quel moment ils vont ne plus respecter ce contrat-là, et clairement, ça nous protège tant qu'ils sont en vie, mais le jour où ils sont plus en vie, effectivement, le jour où ils décident de fermer leurs portes, ils ont beau avoir un contrat avec nous, quand ils ferment leurs portes, ils ferment leurs portes. Donc, faut-il espérer qu'à ce moment-là, ils nous enverront une copie de tout ce qu'on a acheté et qu'on ne pouvait pas jusque-là télécharger. Mais là, pour le coup, aujourd'hui, on est encore dans un espèce de flou. J'ai pas envie de dire juridique, parce que c'est même pas juridique, mais c'est un flou d'usage, on sait pas trop bien, c'est un peu nouveau. Donc oui, ça pose des questions. Et puis moi, ce que je vois surtout, c'est la multiplicité des plateformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai au moins en tête comme ça, et je suis sûr que j'en ai plus, mais j'ai au moins 6 sites web sur lesquels j'ai des notices vidéo qui sont hébergés, et qui sont 6 sites différents, avec 6 accès, avec 6 mots de passe, 6 identifiants. Et il faut que je me souvienne, quand j'ai besoin ou quand j'ai envie de voir la notice d'un tour, sur quelle boutique je l'ai acheté pour aller voir la notice. Et ça, c'est un vrai problème. Oui, ça devient compliqué. Et si on reste sur la VOD, donc c'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup, on n'y pense pas assez. Ça nous paraît un peu lointain, mais avec l'expérience, j'ai eu l'occasion de voir pas mal de boutiques disparaître, et c'est quelque chose qui peut arriver. Et avoir tout un contenu qui disparaît. C'est un conseil qu'on peut donner à tous les auditeurs qui nous écoutent. Faites plusieurs choses. Quand vous achetez quelque chose avec une notice vidéo, dès que c'est téléchargeable, téléchargez la vidéo. Stockez-la sur votre disque dur au moins. Deuxième élément, tenez à jour un fichier dans lequel vous listez tous vos tours et les sites sur lesquels vous avez les notices associées. C'est un très bon conseil. Et puis, je ne sais pas s'il y a moyen, mais sinon, c'est peut-être pas très légal, mais si vous avez la possibilité de sauvegarder des choses qui sont en VOD, bah, moi, je le ferais, quoi, parce que quand on te demande 25 € pour une vidéo qui potentiellement peut être perdue, eh bien, je trouve
c'est un petit peu dommage, quoi. En tout cas, en ce qui me concerne, je préfère, si j'ai l'option, je prendrais, même quitte à payer plus cher, je prendrais une option DVD, même si ça se fait beaucoup moins, je suis bien conscient. Et j'aurai toujours une copie de sauvegarde et puis je pourrais le mettre sur un autre support. Parce qu'aussi, la copie de sauvegarde avec une VOD, normalement, quand tu achètes un produit, tu as le droit de te faire une copie de sauvegarde. Bien Avec sûr. la VOD, là, c'est pas possible. C'est pas une option qui est présente. Parce que si le produit est à 25 euros en DVD, à 25 euros en VOD, bah, j'ai envie de vous dire, prenez-le en DVD. C'est une notion qui a été beaucoup discutée dans la dématérialisation. Est-ce que ce que tu achètes, c'est le contenant ou est-ce que c'est le contenu? Et certainement que le contenu vaut plus cher que le contenant, mais le contenant a un prix. Et donc, est-ce que dans le cadre d'un contenu dématérialisé, on devrait avoir une réduction du montant du contenant? Donc, il y a plein de choses. Après, les professionnels te diront que le prix d'un DVD, d'un boîtier, d'une jaquette, c'est rien par rapport au temps de conception de la jaquette dont tu as besoin pour ta VOD. Oui. C'est rien par rapport au contenu de la VOD qui est le même que dans le DVD. Et donc, on va te dire, bah, la ristourne, elle est ridicule parce qu'un DVD, ça coûte quelques centimes, un boîtier, ça coûte quelques centimes, et une jaquette à imprimer, ça coûte quelques centimes. Ça Et que coûte, donc, à la fin, ouais, ça coûte quelques. ça coûte pas grand-chose. J'ai travaillé dans ce secteur-là. Euh, Ça coûte quelques centimes quand tu produis en grosse quantité, ce qui n'est pas le cas de la magie. On est Et d'accord. si tu fais les choses bien, si tu fais du pressage DVD, il y a un master et tout ça, et là, les frais, ils montent très très haut. Voilà. Alors j'en profite pour faire un petit instant pub pour vous parler d'un site qui s'appelle Secret Studio, qui propose aussi des vidéos. Donc c'est un site français. C'est de la VOD. Vous achetez une conférence, parce que majoritairement il y a quelques tours, mais il y a eu plusieurs conférences. Et vous pouvez, avec votre compte, accéder et revoir vos conférences d'un peu partout, mais pas hors connexion. C'est un site français, donc je voulais en parler aussi. Et peut-être qu'un jour, Bien on sûr. aura l'occasion d'en reparler. Et puisque, Vincent, on est dans la publicité, je crois que tu as un tour qui tombe à point nommé. AdSense, c'est un match avec des cartes publicitaires. Dans le storytelling, c'est un jeu de cartes qui a été offert dans un magazine qui s'appelle AdStyle, qui est un magazine publicitaire. Dans le monde publicitaire, on a des magazines dédiés à cet univers-là, où on décrypte les meilleures campagnes, où on a un peu l'actu de notre secteur d'activité. Et il y a un jeu de cartes, des cartes avec des marques influentes, des marques qui ont un potentiel d'influence sur la population qui est plus forte que les autres. Et donc, chacune des cartes représente une marque spécifique. Et en l'occurrence, on explique aux spectateurs que l'influence dans la publicité est utilisée pour justement permettre d'augmenter le résultat des campagnes marketing en influençant les gens dans leur acte d'achat. Et donc, on leur montre comment ça va se passer, comment ça peut se dérouler, comment ça peut se retranscrire dans la vie de tous les jours, en leur présentant des cartes. Et à chaque fois, on va mettre devant soi 4 cartes face cachée, et la personne va poser un objet sur une des cartes. On va faire ça 3 fois d'affilée, et à la fin, on va révéler que les objets qu'ils ont posés sur les cartes correspondent aux cartes qu'ils ont choisies. Donc la personne va poser un stylo, va poser une pièce de monnaie, va poser un téléphone, et à la fin, les cartes qu'elle a choisies correspondent aux objets qu'elle a posés. Donc ça, c'est le plot, c'est un peu l'histoire qu'on raconte. C'est aussi le déroulement du tour, qui utilise un principe qui est assez connu, le principe du temps d'avance. Pour tous ceux qui connaissent les systèmes de match, on est vraiment sur le temps d'avance, voire peut-être sur le temps de retard, ça dépend comment est-ce qu'on veut le lire, mais peu importe, on est dans cet univers-là, avec quelques subtilités intéressantes, parce que moi qui connaissais le principe, j'avais un peu de mal avec l'enchaînement des phases et de comprendre comment est-ce qu'on pouvait arriver à matcher toujours les 3 objets. C'est un tour que j'aime beaucoup pour moi au sens parce que ça correspond à quelque chose qui va dans mon univers. Je travaille dans le milieu du market et de la com, et donc moi je le fais à des clients et ça marche super bien parce que ça fait partie de notre univers en fait. Je pense que c'est clairement pas un tour qui va pour tout le monde. Clairement, d'ailleurs, je ne comprends même pas comment ce tour a pu être sorti au grand public, parce que je ne vois pas qui, à part des marketeurs et des communicants, peut utiliser ça en fait.
Moi, je trouve qu'il y a toujours un moyen d'amener ça, même si tu es pas de ce milieu, en disant, bah, écoute, je m'intéresse au marketing et à tout ce qui tourne autour. On a tous un peu le fantasme des images subliminales dans les années 70, dans les publicités et tout ça. Même peut-être même avant les années 70 d'ailleurs. Donc parler de l'influence, c'est une façon de faire du mentalisme sans être mentaliste. Peut-être qu'un magicien qui ne se veut pas mentaliste pourrait proposer une pseudo expérience mentaliste en disant bah c'est pas moi, c'est la pub, quoi. Et quand tu parlais du temps d'avance, c'est tout à fait ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les mentalistes, et je pense à Julien qu'on a oublié de citer tout à l'heure, parce qu'il nous a fait il a fait des tests, des high tests sur la magie dématérialisée. C'était un petit coucou en passant, mais Julien Loza qui dit toujours dans ses routines avec qui a un temps d'avance que à la fin on force toujours une carte. C'est ridicule et il a raison. Il prône le fait de faire quelque chose d'un petit peu plus gonflé, quitte à se tromper et avoir que deux prédictions exactes sur les trois. Là, tu as un forçage sans forçage. Ouais, c'est exactement ça. Le dernier choix est un forçage sans forçage. C'est un forçage plutôt clean. Pour le coup, c'était la subtilité qui me manquait et j'ai acheté le tour. C'était vraiment la partie du tour que j'avais pas réussi à retrouver. Je comprenais pas comment il arrivait à ça. Et vraiment, c'est très très bien fait. C'est hyper intelligent. C'est pas fou, hein, c'est pas révolutionnaire, c'est pas un gimmick de fou, mais c'est une très bonne façon de penser et ce qui permet d'avoir un tour qui marche très bien à la fin avec 3 matchs d'objets. On va pas faire nos publicitaires de base quasiment librement choisis. On va dire qu'ils ne sont pas librement choisis, ils sont librement influencés par le mentaliste, mais ils donnent une impression de liberté qui fait que la personne, à la fin, elle a vraiment l'impression d'avoir choisi 3 objets, de l'avoir posé sur des cartes au hasard, et qu'au final, ça match, quoi. Une petite précision pour les auditeurs, c'est que généralement dans les tours où on a un temps d'avance, le spectateur va nommer quelque chose et nous, on va écrire autre chose. Hein, c'est ce qui nous permet de prendre le temps d'avance. Là, C'est on ça. n'a rien à écrire, Non. même si le principe reste un peu le même, et c'est plus subtil parce que ça me fait penser à cette routine de cartes ESP où la personne pose, tu poses en premier une carte sur la table et elle pose une carte et puis ensuite, tu en poses une seconde On, par rapport on à est ce qu'elle a. exactement là-dessus, ouais. On est Voilà. exactement Hein. là-dessus. Donc j'espère que les auditeurs nous suivent et ils ont un petit peu l'image de ce qui va se passer. Et la fin, pour te permettre d'avoir la concordance absolue, il y a une subtilité qui fait que d'ailleurs, on devrait, les gens qui s'intéressent au mentalisme, essayer de transposer ça à un effet dans lequel on n'aurait pas besoin de cartes. En tout cas, ça ouvre des perspectives. Si vous connaissez vraiment pas ce produit, et que vous vous intéressez au mentalisme, je crois qu'il y a des portes là qui peuvent s'ouvrir. Alors, c'est un point intéressant, c'est que je pense que, pour le coup, autant je disais, je comprends pas pourquoi les gens vont acheter ça parce que l'univers, il est très marqué, univers de la com et du marketing. Autant la même chose, la même méthode peut être utilisée pour plein d'autres trucs. Je suis sûr qu'on pourrait faire ça dans plein d'autres domaines que la publicité en elle-même. On pourrait le faire avec, je suis sûr, avec des objets un peu présents dans des jeux. On pourrait le faire avec des personnages de jeux vidéo. On pourrait le faire avec. Enfin, je suis sûr qu'il y a moyen de le faire avec d'autres éléments, d'autres univers, en réutilisant les subtilités qu'il y a dans cette routine et en adaptant à d'autres univers. Et vraiment, moi, je suis assez fan du truc. Pour aller jusqu'au bout et pour donner peut-être envie à ceux qui le veulent. Donc, les cartes sont fournies avec un petit étui qui permet de les transporter, qui est un étui qui a été prévu pour faire croire que c'était distribué dans un magazine. Donc, c'est un petit étui en carton basique, bien, bien monté. Il y a des cartes supplémentaires par rapport il y a 12 cartes qui sont utilisées pour les faits. Et on a 4 cartes supplémentaires sur 4 autres marques qui permettent de changer si on veut mettre d'autres marques, d'utiliser ou de ne pas utiliser certaines marques. Notamment, moi, j'ai décidé de ne pas utiliser la marque Marlboro et la marque Zippo, donc un briquet et des cigarettes, parce que ce n'est pas des objets qui m'intéressaient particulièrement. Et on a une carte double tarot aussi, qui permet de faire des effets magiques. Vous pourrez imaginer des effets magiques, il y en a un ou deux qui sont expliqués dans la vidéo explicative, justement. Pour tout vous dire, les cartes sont marquées et le marquage est très intelligent. J'adore. Et
Je t'interromps, excuse-moi, mais là, franchement, je dis aux personnes qui nous écoutent, j'adore ce marquage. Parce que il est, c'est le côté jouissif, tu sais, dans les marquages. Parce que quand toi, tu le vois, quand c'est clair, mais que la personne ne voit pas parce que ça se confond naturellement dans le design. Et pourtant, c'est visible. Il pourrait même le constater par lui-même, mais il ne verra rien. Il y a ce côté un peu jouissif, tu sais? Tu vois ce que je veux Ouais, dire? quand tu prends l'info, tu peux pas t'empêcher à l'intérieur de toi-même de dire ah j'adore ce moment où je prends l'info parce que vraiment l'info elle est à pleine vue. Enfin, Elle est limpide, elle est elle est sous le nez, limpide. quoi. Alors les seuls qui pourront avoir du mal, c'est ceux qui ne parlent pas anglais puisque l'info est en anglais sur les cartes. Mais voilà, c'est pas Ouais, très mais compliqué quand même. Il y a voilà, pas en beaucoup. même temps, une fois que tu as appris les quelques. T'as 8 mots à apprendre, quoi. Éventuellement Oui, c'est 12 ça. avec les 4 autres. Ouais. Et alors, je vais poser ma question rituelle, parce que franchement, je vais te dire, ça m'a donné envie. Autant l'autre à 75 € pas trop, mais celui-là m'a donné envie. Et j'avais envie de te demander combien il coûte ce tour, alors. Coûte 39,90. Alors, en plus, c'est un prix Alors, qui est super euh, je te, raisonnable. je te dis 39,90, c'est parce qu'il est en solde actuellement sur les boutiques, beaucoup. Sinon, il est à 44,90 d'habitude. Donc, soit 45, soit 40. Mais Ok, même 45, ça reste un prix raisonnable pour un jeu de ce type-là, parce qu'il a été spécialement imprimé. Alors moi, je ferais peut-être un seul reproche, parce que donc de ce que tu m'as dit, il y a 16 cartes. c'est ça. Voilà, donc pour forcer enfin pas pour forcer des objets, mais qui recouvrent des objets un petit peu différents. Et Mhm. tu as, on va le dire, 4 cartes qui permettent le forçage final, hein, Mhm. qui permettent le miracle en fait. Eh bien, tu vois, j'aurais bien aimé qu'il y ait 2 jeux de 4 cartes. Je vois ce que tu veux dire. De pouvoir que le forçage final soit fait sur d'autres possibilités. Exactement. Comme ça t'aurait pu, enfin, surtout pour les amateurs comme nous, enfin, je veux dire, les gens qui sont pas professionnels et qui vont souvent travailler avec les mêmes, quand je dis travailler, mais présenter à des mêmes gens, il y a des effets que tu aurais envie de répéter et celui-là, il aurait pu se répéter avec un final, avec des cartes différentes, quoi. C'est pas gênant. Pourquoi? Parce que au final, sur les trois objets que la personne choisit, il y en a toujours deux qui seront différents. Tu n'auras Ouais, jamais bien les sûr. trois mêmes objets. Effectivement, tu auras toujours un objet qui sera identique d'une fois sur l'autre. Mais honnêtement, c'est impossible que alors à part à ce qu'elle te regarde le faire 40 fois, mais c'est impossible qu'elle se dise ah, à chaque fois tu utilises cet objet-là en fait. Ouais, non, bien sûr, oui, c'est vrai, c'est vrai. En réalité, c'est pas un problème. Mais c'est vrai on aurait pu vouloir un autre forçage. En l'occurrence, là, le forçage, il est justifié dans la routine, puisqu'au départ, en fait, tu as tout un laïus qui te permet en fait, que ce soit pas toi qui désigne l'objet que va poser le spectateur, mais que lui, au travers de la conversation, il désigne naturellement un objet. Eh bien, je te propose qu'on aille à la suite et à la fin surtout de cette séquence avec notre dernier tour. Cette fois-ci, un tour de petit paquet. On n'a pas fait beaucoup de tours de petits paquets jusqu'à maintenant. Un tour qui s'appelle Entourage de Gordon Bean. Et c'est toi qui m'as fait découvrir ce tour qui m'a vraiment beaucoup plu. Oui, bah, moi aussi, je suis vraiment tombé sur le charme. Alors, pour expliquer un peu aux auditeurs le background, comme on dit, c'est que dans l'épisode 4, on a parlé de Forgotten Princess Oui. et ce tour de petit paquet, ça m'a donné envie. Je suis allé dans ma boutique, je le dis souvent, mais comme ça, vous savez que je me rends souvent en boutique. Et j'étais à la recherche de ce tour. Malheureusement, il ne l'avait pas. Et je me suis tourné vers le Princess Card Trick, qui ressemble. Malheureusement, eh ben, il est aussi rupture de stock. Alors j'ai discuté avec mon vendeur, d'où l'importance d'aller en boutique, comme on l'a évoqué aussi dans l'épisode 4. Et puis on est parti sur la discussion des tours un peu anciens et il m'a dit est-ce que tu connais Entourage? J'ai dit non. Et il m'a présenté cet effet. Comment ça se passe? Au départ, on te présente 6 cartes. Tu as au centre 4 cartes qui sont face en bas, donc tu sais pas, le magicien te dit ce sont les dames, et qui les entoure, 2 jokers face en haut. Il y a ces 6 cartes. Et là, je vais te présenter non pas la version expliquée par Gordon dans son livret, mais celle qui m'a été présentée et celle que j'ai adoptée parce que je trouve qu'elle est plus intéressante. Le magicien me dit, bon ben voilà,
pense à une carte, n'importe quelle dame, et sois bien sûr que cette dame, c'est celle qu'on va éliminer. Il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de piège. La carte que tu vas choisir, c'est celle qu'on va éliminer. Donc voilà, alors je pars dans les difficultés, j'élimine la dame de cœur, ok, et ensuite il me dit, sans la voir, bien entendu, tu extrais une des dames, celle que tu penses être la dame de cœur. Donc j'en extrais une, et puis ainsi de suite, et on arrive à la dernière, et il me dit, bon, ben voilà, tu as gardé la dame de carreau. Il retourne pour la première fois la carte qui était face en bas, et il me montre, c'est la dame de carreau. Donc là, je suis un petit peu surpris, parce que j'ai vraiment eu cette sensation de liberté dans tous les choix que j'ai pu faire. Et puis il me dit, mais en fait, bon, je t'ai un petit peu mené en bateau parce que je savais que tu avais dit la dame de carreau. Ah bon? Oui, parce que toutes les dames que tu as éliminées, regarde-les. Et je retourne toutes les dames que j'ai éliminées, et en fait, ce ne sont que des jokers. Non seulement il a réussi à trouver la bonne carte, toi, tu as éliminé les mauvaises, et en plus, c'était que des jokers. Franchement, alors déjà, je trouve que l'expérience magique est intéressante, l'expérience de dire je vais faire des choses, je vais faire des choix et je vais pas savoir et jusqu'à la fin. Et vraiment, le principe, il est hyper intelligent, il est super bien fait. Enfin, franchement, c'est top. Enfin, j'ai adoré le tour. Honnêtement, ouais, c'était quelque chose que je connaissais pas du tout. Et comme quoi, il y a des vieux trucs qui méritent vraiment d'être retravaillés parce que honnêtement, ce tour-là, on le sort aujourd'hui. Autant il y a des tours qui peuvent avoir vieilli, autant celui-là, je trouve que il a pas vieilli, quoi. Je ne l'ai pas précisé, mais il date de 2006, donc il a 15 ans ce tour. Mhm. Il est encore livré avec je te le montre à l'écran, hein, un petit livret. Donc Mhm. on est loin des vidéos explicatives. Et pour rebondir aussi sur un précédent épisode du Fugu, eh bien figure-toi que j'avais la traduction, bon en néerlandais, donc ça aide pas beaucoup, enfin ça aide pas beaucoup. Je préférais les avoir en français, je suis un petit peu feignant. Mais à l'époque, on faisait les traductions de tout, et notamment des livrets. 2006, et ce tour reste d'actualité. Je pense qu'il n'est pas assez connu en France. Mhm. Je trouve que c'est dommage, parce qu'il a un impact fou. Alors, bien sûr, on peut penser au Princess Card Trick, on peut penser aussi à Tempête sous un crâne de Dominique Duvivier dans l'esprit, Ouais. mais il n'y a pas le côté portefeuille avec je sors au dernier moment. Tout est sur la table depuis le début. Tu n'as que 6 cartes et 6 cartes seulement. Je voulais te dire que la version d'origine de Gordon Bean, lui, au départ, il te dit, bah voilà, choisis une dame, donc tu dis une dame de pique, par exemple, et il te dit, ok, bah alors élimine dans 3. Tu t'en élimines 3, et à la fin, il te fait constater que tu as bien éliminé toutes les dames et que tu as bien conservé que la dame de pique. C'est fort, et puis bon, à la fin, le final, bien sûr, sur les jokers, mais Bien j'ai sûr. vraiment préféré, alors tu vois, c'est de l'ordre du détail, mais psychologiquement et à vivre, j'ai préféré le moment où je les éliminais une à une et que je venais à en garder qu'une seule. Parce que je me suis dit, je vais le tromper, tu vois, le magicien, je vais le tromper. Je vais attaquer sur des cartes connues, puis une carte pas connue. Enfin, quand je dis connue, c'est évidemment tout le monde pense à pique et à cœur dans un premier temps, et ensuite à trèfle et à carreau. Et malgré tout, et je m'attendais à ce qu'il y ait une carte supplémentaire, le moment où, même si j'avais bien compris quel était le principe qui était mis en jeu, au moment où il retourne les cartes, je me suis dit, il y a un truc qui m'échappe. Je l'ai Ouais, compris après. bien Je l'ai sûr. compris après. Non, mais ouais. Et donc du coup, la routine, t'as juste les 6 cartes, c'est ça, qui te sont fournies? C'est fourni dans une petite enveloppe noire. Pour le coup, comme on parle toujours de pocket management, alors là, tu n'as vraiment pas grand-chose à avoir sur toi. Je trouve que le choix des jokers est assez malin. On peut aussi dire que ce sont des cartes qu'on n'utilise pratiquement jamais en magie. Systématiquement, moi, je les retire de mes paquets. Les cartes truquées mélangent deux principes. Bah, a priori, il n'y a aucun problème pour que ce set soit fait en bicycle. Et je vous invite à regarder la vidéo, si vous ne connaissez pas, et je pense que ça devrait vous plaire. Alors, 25 euros, c'est quand tu as 6 cartes, tu dis ouais, c'est un peu trop cher, mais quand tu es heureux de ce que tu as acheté, seulement 6 cartes, eh ben, je suis super content. Ouais, super content de cet achat. Ouais, je pense que honnêtement, alors oui, pour 6 cartes, ça fait cher, mais l'effet est bon. L'effet est bon et au final, il y a du temps à passer, c'est-à-dire qu'il se passe des choses. Selon ta présentation, tu as l'élimination des 3 cartes, la révélation de la carte choisie qui reste, et la révélation, enfin, t'as quand même un certain temps, c'est une routine qui peut prendre plusieurs minutes dans un set, dans un moment de magie, où du coup, avec seulement 6 cartes, à mon avis, tu fais 5 bonnes minutes de magie Ouais, sans trop de problème.
Et puis tu as pas, si je prends l'exemple de Tempête sous un crâne, qui est un tour que j'adore, hein, par ailleurs, mais lorsque tu sors ta prédiction et que c'est un as et que tu expliques soit, bah oui, tu vois, tu as choisi le roi de cœur, bah, j'ai l'as de cœur, ou sinon, le roi de carreau, j'ai un as rouge, ou c'est un petit peu bancal, là, tu n'as rien de bancal. Alors, tu vas pas échapper à la question, oui, mais attends, j'ai pas vu les cartes au départ, j'ai pas vu que c'était des dames. Tu t'en sors en disant, bah oui, non, tu les as pas vues, parce que si je t'avais montré, tu aurais pu être influencé. Là, tu as vraiment choisi au hasard. Non seulement tu as choisi ta dame au hasard, mais c'est toi qui as extrait les cartes toi-même, c'est toi qui les as posées sur la table, parce que tu peux vraiment, tu peux les poser sur la table, tu n'as pas besoin de les manipuler. Enfin, à la fin, tu as besoin de retourner, donc tu as besoin de les avoir en main. Mais sinon, tu peux les laisser sur la table et la personne sort les cartes qu'elle veut. C'est elle qui va faire tous les choix et c'est ça qui est assez fort. Le seul point négatif quand même, je pense il faut le conserver à l'esprit, c'est que tu as une carte finale de révélation qui est pas propre. Ça, oui. Tu peux pas donner à l'examen la carte de révélation. Et c'est à mon avis l'élément le plus compliqué de ce tour-là, c'est que les gens vont vouloir se jeter dessus. Eh ben, figure-toi que, pour l'avoir fait plusieurs fois, Ouais. comme les premières cartes qui sont extraites sont vers le spectateur et toi tu es un peu en retrait, il va avoir tendance à vouloir toucher les jokers, mais pas trop celles qui sont en évidence devant lui. Personne n'a voulu regarder les cartes jusqu'à présent. Mais on a la possibilité de détourner l'attention en lui disant de révéler les 3 autres dames qu'il n'a pas choisies, qui sont en fait des jokers et qui font qu'au final, voilà, on n'a pas d'autres dames. En tout cas, moi, ça me donne envie. Autant tu as eu peut-être envie d'acheter AdSense, Entourage, moi, me botte assez. J'aime les tours de petits paquets et je suis assez fan de Tempête sous un crâne que j'utilise beaucoup parce que je trouve que ça a un effet assez fort sur les gens. Celui-ci me plaît beaucoup. Ouais. J'aime bien l'idée d'avoir rien d'autre que les cartes, de ne pas avoir de portefeuille. Il y a le petit porte-carte sur Tempête sous un crâne qui est le petit truc un peu en trop. Et ça m'intéresse. Ouais, j'aime beaucoup. Parce qu'en plus, les jokers se justifient très bien, ils couvrent ce qu'il y a à couvrir et ils se justifient parce qu'ils étaient là depuis le début. Très jolie redécouverte. Merci Olivier. Eh ben de rien, dans l'ancien, il y a aussi du bon. J'espère que ça vous aura plu et que notre sélection de tours dont on parle ou dont on ne parle pas vous aura plu aussi. On vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. Si vous avez des idées, si vous avez des recommandations à nous faire, si vous voulez qu'on parle d'un tour en particulier, mettez dans les commentaires des vidéos, du podcast, envoyez-nous un message, on est contactable sur les réseaux sociaux. On se fera un plaisir d'intégrer vos remarques. On ne vous en dit pas plus, mais on vous prépare des surprises pour les épisodes à venir. Merci à tous ceux qui nous écoutent de plus en plus nombreux. On vous remercie pour vos messages et on vous dit à très bientôt.